Imagine une jeune femme malienne, pleine de vie, filmant son quotidien, et le lendemain, elle est exécutée en public devant tout le monde. Une capitale paralysée, des queues interminables devant les stations-service, des familles qui ne savent plus comment se déplacer, et au cœur de tout cela, un gouvernement qui affirme non seulement faire face à une crise, mais subir une attaque médiatique pendant qu'il dit tout faire pour sauver la situation. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire dramatique de cette crise au Mali entre terreur, résilience, accusation et espoir. Et je vous pose la question, que faut-il réellement croire ? La première partie de cette crise est profondément humaine, terriblement douloureuse. Mariam Cissé était une jeune tiktokeuse d'une vingtaine d'années, souriante, moderne, elle aimait se filmer, partager son quotidien. On la voyait souvent en soutien à l'armée malienne, saluant en uniforme, elle sentait sans doute qu'elle vivait dans un moment historique. Mais un jour, au marché de sa ville, Tonka, elle filme, comme d'habitude, ce sera sa dernière vidéo sur les réseaux. Selon son oncle, ce sont des djihadistes du GSIM, Jenim, qui la repèrent en train de filmer. Ils estiment qu'elle pourrait les exposer. Ils la kidnappent, l'amènent sur 2 motos et la bandent les yeux. Puis, dans une scène d'horreur, ils lui tirent dessus 4 balles au total, à bout portant. Imaginez la peur de la foule, des passants, impuissants, témoins d'une exécution publique. Ce n'est pas juste un acte de violence, c'est un message. Les djihadistes veulent semer la terreur. Le Mali, déjà instable, vacille sous cette nouvelle menace. Et derrière cette exécution, ce ne sont pas seulement des balles, c'est la peur qui se répand. Peu de temps après cette tragédie et alors que la crise sécuritaire s'aggrave, la France recommande à ses ressortissants de quitter le Mali. Le gouvernement français évoque le contexte sécuritaire, les axes routiers particulièrement dangereux et les attaques sur des convois. Ces recommandations sonnent comme un aveu. Nous ne pouvons plus garantir votre sécurité ici. C'est un signal fort, presque un abandon. Les Maliens peuvent percevoir cela comme un choix. La France se protège d'abord, quitte à laisser la population malienne face à ses propres défis. Beaucoup se demandent si les autorités étrangères se désengagent, alors que le Mali subit une pression de plus en plus insoutenable. Le ressentiment monte. Certains disent que leurs compatriotes sont laissés à leur sort. Face à cette crise, le gouvernement malien ne se contente pas de répondre militairement. Il déploie aussi une riposte médiatique. Il affirme être la cible d'une désinformation massive. Le 14 novembre 2025, l'autorité malienne de régulation des médias, la Haute Autorité de Communication, suspend 2 chaînes françaises, TFUN et LCI, en accusant ces médias de diffuser des allégations non vérifiées sur la crise du carburant. Selon Bamako, ces médias exagèrent la gravité ou déforment certains faits pour nuire à l'image du gouvernement, ce qui pourrait semer la panique ou affaiblir la population. Ce n'est pas la première fois. Dans le passé, des médias français comme France 24 ou RFI avaient déjà été accusés par les autorités maliennes de rapporter des fake news ou des récits défavorables. Selon le gouvernement, cette contre-offensive médiatique n'est pas un simple caprice. C'est une stratégie. Il présente la crise du carburant non seulement comme un problème logistique et sécuritaire, mais comme une sabotage de réputation orchestrée de l'extérieur. Pendant que les accusations fusent, le gouvernement malien ne reste pas inactif. Il essaie de rassurer ses citoyens en montrant des actions concrètes. Dans la région de Ségou, un convoi de 17 citernes arrive, escorté par les forces de sécurité. Ce ravitaillement est célébré comme une victoire. Le gouverneur lui-même est présent. Il y a une commission chargée de répartir le carburant selon des priorités, services sociaux, activités économiques. Les autorités encouragent la population à ne pas stocker le carburant à la maison, pour éviter des problèmes de sécurité ou des trafics illégaux. Il y a aussi une mobilisation citoyenne, des jeunes, en gilet vert, du Conseil national de la jeunesse, CNJ, se déploient devant les stations-service pour maintenir l'ordre, accompagner les usagers, sensibiliser sur la distribution. Sur le plan politique, le président de la transition, Assimi Goïta, exhorte les citoyens à la patience, tout en affirmant que l'État fait tout son possible pour résoudre la crise de carburant. À travers ces actions, le gouvernement tente de montrer qu'il n'est pas dépassé. Il met en avant la discipline, la solidarité, le civisme. Il veut prouver qu'il agit et qu'il ne laissera pas le pays sombrer. À ce stade, le tableau est complexe et les enjeux sont multiples. Voici quelques clés d'analyse. Le blocus des citernes par le JNIM n'est pas seulement une action militaire, c'est une stratégie d'asphyxie économique.
En coupant l'approvisionnement en carburant, les djihadistes affaiblissent l'État, provoquent des pannes électriques, paralysent la vie quotidienne. L'exécution de Mariam Cissé, elle, fait partie d'une campagne de terreur. Elle n'est pas un fait isolé, mais un message clair aux citoyens. Vous ne pouvez pas filmer, vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Le fait que plusieurs pays occidentaux recommandent à leurs ressortissants de quitter le Mali peut alimenter un sentiment d'abandon. Certains Maliens voient dans ces décisions un désengagement. L'Occident nous laisse gérer notre crise, même s'il la critique. Ce sentiment est renforcé par les tensions médiatiques. Le gouvernement accuse des médias étrangers d'exploiter la situation pour nuire à sa légitimité. La suspension de Téfun et LCI montre que Bamako ne joue pas la carte de la transparence totale. Il riposte par le contrôle de l'information. Pour le gouvernement, l'enjeu est double, sécuritaire, ne pas alimenter la panique, et symbolique, affirmer une souveraineté sur le récit national. Mais cela pose des questions. Jusqu'où cette censure va-t-elle ? Ne risque-t-on pas d'étouffer des voix critiques légitimes au nom de la sécurité ? Malgré la peur, la population se mobilise. Des jeunes bénévoles, des comités, des citoyens restent dans les stations, travaillent pour éviter le chaos. Cela montre que, même face à une crise sévère, une partie des Maliens croient encore en leurs institutions et en la possibilité d'un sursaut national. Le régime de la transition est dans une posture délicate. Il doit répondre à la menace djihadiste, assurer le ravitaillement, tout en défendant son image. Le blocus est une remise en cause directe de sa capacité à gouverner. S'il ne rétablit pas le carburant durablement, il peut perdre sa crédibilité. Mais s'il étouffe trop l'information, il alimente le ressentiment et la méfiance. En résumé, cette crise du carburant n'est pas seulement un problème logistique ou sécuritaire, c'est un combat sur plusieurs fronts. Il y a l'oppression, la peur, la manipulation de l'information, la résilience de la population et l'ambition d'un gouvernement de restaurer une stabilité. Alors maintenant, je vous pose la question, que pensez-vous vraiment de tout ça ? Le gouvernement a-t-il raison de suspendre Téfun et LCI pour ce qu'il appelle une désinformation ? Est-ce que la population malienne est abandonnée par les puissances étrangères ? Ou est-ce que cette crise peut devenir un moment de rassemblement, un test de résilience pour le Mali ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos voix comptent, plus que jamais.